Dans cette deuxième partie de la vidéo La fin d'un cycle, BDM et Hergé discutent de l'évolution de la conscience humaine. Ils soulignent que l'évolution est un processus personnel qui se déroule à l'intérieur de chaque individu. La rupture des formes dont ils parlent concerne les formes intérieures, et non les formes sociales ou extérieures. Lorsque la conscience évolue, l'individu devient conscient de manière créative et utilise les formes sociales de manière fonctionnelle. BDM explique qu'il ne faut pas précipiter l'évolution en voulant tout changer trop rapidement, car cela pourrait causer des déséquilibres. Il donne l'exemple de l'avortement, soulignant que si sa femme et lui devaient prendre une décision à ce sujet, ils le feraient en fonction de leur conscience personnelle, sans chercher à imposer leur choix à la société. La destruction des formes, dans le contexte occulte, se réfère à la capacité de l'individu à dépasser le pouvoir de la mémoire et à réaliser une union avec son esprit, comprenant ainsi la valeur et l'absence de fonction des formes sur le plan de la conscience personnelle. L'évolution de la conscience est un processus d'individualisation qui se produit à un rythme propre à chaque individu. Selon Bruno de la Bouglise, l'évolution supramentale sur Terre se fera d'abord de manière individuelle avant de devenir de plus en plus collective. Il explique que le pouvoir créatif de l'homme nouveau pourra influencer et faire évoluer les races involutives, mais que cela prendra du temps, comme l'évolution des races précédentes. Il souligne que le fonctionnement de l'homme peut être basé sur l'expérience de l'âme, ce qui le maintient dans le courant de l'involution de l'histoire humaine, ou sur l'unité de son double avec l'âme, ce qui le place dans l'évolution. Les individus inspirés par des petites voix intérieures peuvent donc créer des mouvements d'évolution pour le bien du monde, mais cela fait partie du karma de l'humanité et non de l'homme conscient. Le conscient, lui, saurait comment se protéger contre une situation de crise grâce à sa conscience évoluée. Dans le futur, il y aura des centres de savoir et de science dans les domaines matériels et spirituels, mais cela se produira quand l'homme sera déjà très avancé. La manifestation de cette évolution sera un événement créatif caché et voilé, dont la compréhension sera révélée après sa manifestation. Bruno de la Bouglise distingue le côté positif et négatif de l'astral, où l'astralisé renvoie une conscience basée sur l'expérience de l'âme, tandis que la conscience évoluée est libre de ses influences. La conscience de l'homme est régie par des lois qui l'influencent et la limitent en fonction de sa nature humaine, qu'elle soit spirituelle, philosophique, occulte ou purement matérielle. Cependant, cette conscience peut être astralisée vers des plans plus élevés, tels que le monde matériel ou spirituel, en fonction de l'évolution cosmique de chacun. Actuellement, la science de l'homme est limitée car elle ne prend pas en compte les conséquences de ses actes. Par exemple, les problèmes de pollution et d'ozone montrent notre incapacité à anticiper les conséquences de nos actions. Si l'homme était conscient, c'est-à-dire en fusion avec sa lumière intérieure, il serait guidé dans ses expériences de laboratoire et aurait conscience des conséquences de ses actes. Notre manque de conscience des lois de conséquences a entravé notre évolution et nous a empêchés de devenir des êtres grandioses sur le plan cosmique. Pour connaître les conséquences de nos actes, notamment dans le domaine de la science, nous devons élever notre conscience et être en contact avec des mondes parallèles plus avancés, capables de nous donner une connaissance précise de la science et de notre expérience créative. De même, si nous nous tournons vers la spiritualité, notre conscience est limitée par les doctrines et les dogmes qui nous assujettissent. Pour sortir de cette polarité, il faut atteindre une conscience intégrale, être unifié à sa source et pouvoir communiquer télépathiquement avec elle. Les hommes en évolution ne penseront plus de la même manière, ils communiqueront télépathiquement avec les autres plans et auront une pensée créative qui sera en harmonie avec leur unité de conscience. Dans ce texte, l'auteur explique que l'homme a une conscience limitée par la mémoire collective et individuelle ainsi que par les émotions qui empêchent son mental d'être créatif. Il affirme que tant que l'homme ne fait pas l'expérience de la fusion de son esprit, son âme et son ego, il ne peut pas être véritablement libre. La liberté véritable consiste à comprendre parfaitement les lois de l'énergie à tous les niveaux mental, astral, émotionnel, vital et physique et à se protéger contre toute forme d'astralisation. L'auteur mentionne également la notion d'ange gardien, suggérant qu'elle est en réalité une entité intelligente issue d'une organisation scientifique avancée dans le cosmos. Cependant, pour accéder à cette science, l'homme doit avoir suffisamment de conscience mentale et être capable de digérer ces concepts sans être perturbé. L'auteur conclut en affirmant que l'homme peut découvrir un univers scientifique avancé s'il est capable de sortir de son corps et d'accéder à des zones temporelles et spatiales où la science est perfectionnée au-delà de ce que nous appelons communément Dieu. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde le concept de l'érisme conventionnel,
qui est la capacité à supporter ce que l'on sait. Il explique que cela peut prendre des années pour arriver à supporter pleinement les connaissances que l'on possède, et que certaines personnes perdent même leur intérêt à partager leur savoir car elles savent que les autres ne seront pas capables de le supporter. Il souligne l'importance de respecter l'homme et de prendre en compte ses tensions spirituelles, psychiques et psychologiques avant de parler de certaines connaissances. Par exemple, il mentionne son intérêt pour l'organisation invisible des mondes parallèles, mais précise qu'il faut attendre le bon moment et les bonnes conditions pour aborder ce sujet. Ensuite, il parle de la cosmogonie d'Urantia, un livre qui a pour objectif de donner à l'homme une conscience métapolitique du cosmos et de l'amener à comprendre que l'univers est régi par des intelligences et habité par des civilisations. Il explique que ce livre est d'une haute spiritualité et qu'il permet à l'homme d'ouvrir son esprit à une structure mentale de l'univers. Cependant, il souligne que la haute spiritualité de ce livre peut parfois limiter la compréhension de l'homme, qui reste attaché à la forme et à la doctrine plutôt qu'à une véritable compréhension de la réalité invisible. Par exemple, il prend l'exemple des archanges et explique que l'homme doit dépasser la simple définition doctrinale de ces êtres pour plonger complètement dans le savoir et comprendre que ce sont des formes d'intelligence sans temporalité, enracinées dans l'espace psychique du mental cosmique de l'universel. Enfin, il répond à une question sur le risque que sa propre définition des archanges devienne une doctrine, et il explique que dès que l'homme atteindra son identité, il perdra la mémoire de ce qu'il a entendu et dit, ce qui lui permettra d'éviter d'être asservi à une doctrine. En résumé, Bernard de Montréal souligne l'importance de supporter les connaissances que l'on possède, de respecter les tensions de l'homme et de dépasser les doctrines afin de plonger dans le savoir véritable. Il propose la cosmogonie d'Urantia comme une source de connaissances métapolitiques du cosmos, tout en avertissant de ne pas rester prisonnier de la haute spiritualité du livre. Finalement, il encourage l'homme à atteindre son identité pour éviter d'être assujetti à des doctrines. Selon Bernard de Montréal, la parole et la connaissance ne servent qu'à stimuler l'esprit humain sans réel impact ni bénéfice. Il affirme que la fonction de l'électron est d'empêcher l'énergie atomique de devenir totalement unique en l'empêchant de s'identifier à l'absolu. Les électrons tournant autour d'un noyau atomique enlèveraient constamment de l'énergie à celui-ci, empêchant ainsi une expansion absolue de l'énergie atomique. Sans les électrons, l'énergie atomique continuerait de grandir à l'infini. L'électron est devenu une particule dans l'organisation matérielle des mondes inférieurs lors de la création de l'univers. L'électron a permis la fracturation infinie de l'atome universel, créant des soleils et des planètes. Ainsi, sans l'électron, il n'y aurait pas eu de création telle que nous la connaissons. Dieu est considéré comme l'origine de l'énergie dans sa phase purement protonique et s'est divisé et multiplié dans un vortex descendant d'énergie pour créer l'univers dans tous ses niveaux d'organisation. De Montréal explique que Dieu ne doit pas être vu comme une entité stable et indivisible. Est-ce plutôt comme un principe absolu qui s'est fracturé pour donner naissance à l'univers. Il souligne également que la science n'est pas liée à la perfection de l'intelligence, mais plutôt à la perfection de l'énergie. Selon Bernard de Montréal, lorsque l'on parle des archanges ou des anges, on parle d'êtres très avancés dans la science de l'intelligence. Ils se préoccupent constamment du perfectionnement de cette énergie. Les trous noirs sont des champs de force magnétique où la lumière est utilisée pour la création d'univers parallèles. Les photons sont des particules de lumière qui n'appartiennent pas à notre monde, mais qui apparaissent lorsque, démagnétisant les particules qui les entourent, elles acquièrent une force de rotation et de dynamique. Le feu est un mouvement électrique du feu cosmique qui crée de la combustion lorsqu'il entre en contact avec les particules inférieures de notre monde. La crémation n'est donc pas liée aux photons, mais au processus de combustion du feu. La matière, telle que nous la percevons sur le plan matériel, est soutenue par d'autres forces sur d'autres plans, comme les forces vitales, astrales et mentales. L'univers ne se limite pas à notre réalité, il est en réalité septuple, maintenu par différentes forces. L'homme, atteignant un certain niveau d'évolution, pourra créer des systèmes de transport qui lui permettront de voyager dans d'autres espaces-temps et de rencontrer les intelligences qui sont à l'origine de sa création. Il est important de comprendre qu'il existe différentes formes d'intelligence et que toutes les intelligences extraterrestres ne sont pas bénéfiques. Certaines peuvent être vicieuses et dangereuses, tandis que d'autres sont plus évoluées et positives. Il est donc crucial de faire la distinction entre ces différentes intelligences lorsqu'on entre en contact avec elles. Selon l'auteur, il existe des civilisations avancées qui n'ont pas encore eu de contact avec l'humanité. Il considère que si ces civilisations entrent en contact avec l'homme, notre civilisation telle que nous la connaissons n'existera plus.
Il met en garde contre les contacts avec ces intelligences, les jugeant dangereux pour l'homme. Pour se protéger, l'homme doit se connecter à son esprit et à sa créativité, et apprendre à vivre cette expérience mentalement. Lorsqu'une civilisation d'un autre espace-temps arrive sur la planète, l'homme qui n'est pas préparé mentalement peut subir de graves chocs psychologiques. Il estime qu'avant de comprendre les mystères de la création, de l'évolution et des civilisations, l'homme doit d'abord comprendre comment il fonctionne lui-même sur les plans mental et psychique. Il prévient que si l'homme se laisse influencer par ces intelligences, cela pourrait conduire à une révolution et à des mouvements de masse où certains verront ces êtres comme des divinités, tandis que d'autres seront attirés par eux et voudront partir avec eux. L'auteur insiste sur le fait que l'homme doit faire ses propres choix et ne pas se laisser imposer quoi que ce soit de l'extérieur. Il souligne que l'homme est un être de lumière en potentiel et qu'il doit utiliser la science de lui-même pour se protéger. Il encourage les hommes à vérifier par eux-mêmes toutes les sciences et doctrines, à ne pas être prisonniers de nouvelles doctrines et à se protéger contre eux-mêmes et les influences astrales de leur conscience. Il conclut en disant que nous vivons une lutte pour l'esprit de l'homme. Et que nous devons parler de ces choses de manière réaliste, intelligente et non sensationnaliste, dans le but de protéger réellement l'homme contre lui-même. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique que lorsque l'homme aura accès au savoir et aux connaissances qui font partie des mystères de l'univers, il les comprendra et les parlera en tant que savoir, plutôt qu'en tant que connaissance. Il souligne que l'homme, qui est conscient, n'est pas intéressé par la connaissance car il en fait déjà partie. La lumière de l'homme se situe sur le plan mental de sa conscience, qui est un univers en lui-même. Il est difficile pour nous de comprendre les dimensions invisibles des plans qui composent notre réalité psychique. Bernard de Montréal explique que notre corps mental est lié à notre corps éthérique, et que la vie de ce dernier se situe dans le mental de notre conscience. Lorsque l'homme aura une conscience éthérique, il aura accès à un cerveau éthérique qui lui permettra d'accéder à une mémoire cosmique universelle. Cette lumière de l'homme est infinie et proportionnelle à l'expérience cosmique de son double. Le double est la partie cosmique de l'homme. Lors d'une discussion entre Hergé, une personne, et Boulevard M, un être spirituel, il est question des doubles et de leur niveau vibratoire et de conscience. BDM explique que les doubles font partie de la même lumière, mais ils ont différents statuts et niveaux d'expérience universelle. Chaque être humain incarné a un double qui peut avoir une expérience plus ou moins grande. Plus l'être humain a une grande conscience, plus son double est expérimenté. Les êtres ayant des doubles de très grande expérience, comme le Nazaréen, ont un contact universel avec des intelligences avancées, ce qui leur confère une capacité créative supérieure. La division entre la nature matérielle et spirituelle de l'homme est due à notre corps astral qui bloque cette lumière. Certaines religions, notamment orientales, tendent à donner à l'être humain une valeur cosmique et une unité dans un grand tout, mais cela peut être dangereux car cela peut piéger la conscience dans l'involution.